par hasard, donc on nous a mis en contact. D'ailleurs, c'est Jacques qui vous a mis en contact avec moi. Comment, on va parler un petit peu aussi de ce qu'il fait ici, comme d'habitude. Gilles, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Enchanté. Et je voulais donc peut-être commencer. Jacques, c'est un ami à toi ou bien par hasard il t'a connu au restaurant, c'est ça? Jacques, c'est donc son restaurant, c'est le Baker Street Bistro. Et oui. Ma sœur est une serveuse dans ce restaurant. D'accord. Et elle a mis en contact? Oui, elle l'a connue à l'Alliance française quand elle est arrivée à San Francisco il y a plusieurs années. Après, elle est repartie pour voyager. Et quand elle est revenue dernièrement, septembre dernier, elle a rencontré Jacques. Et donc, lui, il avait fondé ce restaurant et elle a commencé à travailler dans ce restaurant. Et je travaille aussi maintenant dans le restaurant, dans le service. Ah d'accord, tout en poursuivant vos études, c'est ça? Oui, moi j'ai toujours fait, comme j'ai des intérêts très un peu éparpillés, donc j'ai toujours voulu expérimenter avec différentes choses et donc j'ai besoin d'avoir un emploi stable qui me permet de vivre. D'accord, et tous les jours. dans quelle école vous allez pour apprendre, ce que vous voulez apprendre? Voilà, j'ai commencé à prendre des classes avec le Film Arts Foundation ici à San Francisco. Je connais un cinéaste qui fait des documentaires, qui est actuellement à Berlin. Et j'ai beaucoup parlé avec lui et il m'a consulté. Et en résumé, qu'est-ce que vous voulez accomplir Eh ben, moi, ce que je voudrais faire, c'est que je voudrais continuer dans le journalisme, mais je voudrais faire des documentaires. Donc, j'ai commencé dans le journalisme avec une organisation non gouvernementale et sans but lucratif à Oakland, qui a été fondée par des Indiens d'Amérique latine en 83. Et c'est une organisation qui s'appelle le Centre pour la défense des droits des Indiens. Et donc, il y a 2 ans à peu près, j'ai commencé à travailler avec eux après l'université. Et je faisais le magazine. Donc, je faisais tout le travail édition, editing, tout le travail de rassembler les articles, de contacter les... Ça s'appelait comment le magazine? Le magazine s'appelle Abya Yala News. Abya Yala News. Et en espagnol, c'est Noticias de Abya Yala. Donc tu comprends l'espagnol alors? Oui, je parle aussi l'espagnol. D'accord, donc c'était un magazine américano-espagnol ou... C'est un magazine qui est publié en anglais et en français, en espagnol. Donc 4 numéros sont en anglais et 4 numéros en espagnol. Ah, d'accord. Et les numéros en espagnol, on distribue principalement en Amérique latine. D'accord. Et c'est publié où? C'est publié à Oakland, dans le centre, oui, ici à Oakland. D'accord, et c'est gros? C'est un magazine qui est 40 pages. 40 pages. C'est une couverture de 2 couleurs et l'intérieur noir et blanc. Donc c'est un peu entre newsletter magazine, c'est ça? C'est exactement, c'est un peu entre newsletter et magazine. Et vous couvrez donc tout ce qui se passe du point de vue... Oui, c'est un magazine d'activisme essentiellement. Activiste, c'est définitivement une position pro-indien. Donc dès qu'il y a des événements, par exemple ce qui s'est passé récemment à Chiapas, qui est un endroit où il y a actuellement un conflit social très fort avec les populations indiennes. Donc là, tout de suite, on va produire des articles, essayer de couvrir la chose. De couvrir la chose et de donner un peu le point de vue des communautés indiennes. Parce que dans la presse internationale, il va sortir une image, mais ce n'est pas nécessairement l'image... Dans la première page, ce sera peut-être dans la dernière page. Oui, si c'est un événement comme ce qui se passe en ce moment à Chiapas, là ça sort. Mais il y a aussi l'histoire de Marcos qui fait que c'est une histoire qui a été beaucoup suivie. Mais des conflits comme ceux de Chiapas, ils existent dans pratiquement tous les pays d'Amérique latine où il y a des populations indiennes et on ne les voit jamais sur les magazines ou sur les journaux comme New York Times, quoi. Super. Donc, mais maintenant que tu ne travailles plus pour eux, tes intérêts vont changer, c'est ça? Oui, je continue à travailler avec eux. C'est des collègues, donc c'est des amis. C'est un monde, les non-profits ici, c'est un monde très instable. Des fois, on n'arrive pas à recevoir l'argent d'une fondation et donc tout change, les budgets changent et certaines personnes partent. Ou alors il y a des différences politiques aussi qui sont très fortes. Donc ça peut arriver. Mais moi, je suis resté en très bon contact avec eux et je profite un peu de cette pause pour expérimenter dans d'autres choses. Donc éventuellement la vidéo et production de documentaires. En Amérique latine, c'est mon but à long terme.
Mais je vais commencer localement, je pense. Super, super. Donc, tu as dit l'Amérique latine? En Amérique latine, oui. D'accord, parce que tu connais bien l'espagnol, etc. C'est Oui. ça? Et j'ai vécu aussi 2 ans en Amérique latine. Ok, et tu m'as dit que ton intérêt, c'était la vidéo. Oui. D'accord, donc tu veux couvrir ça en tant que pour la télévision, c'est ça? Oui, moi, ce que j'aimerais bien commencer dans ce milieu-là, localement, on travaillait avec une chaîne de télévision locale ou alors dans une fondation locale, comme par exemple Film Arts Foundation, suivre des cours, prendre des cours, c'est ce que je fais actuellement, mais je suis prêt aussi à faire du travail en tant qu'interne ou volontaire. Pour nous, par exemple? Oui, exactement. Et comme je suis français qui réside aux États-Unis, Il n'y aura pas de problème. oui, je suis français qui réside aux États-Unis, je suis très intéressé par cette question des Français qui résident à l'étranger. Toutes les nationalités, essentiellement, aussi les nationalités latino, espagnol, donc en Amérique latine. Donc c'est bien que tu aies rencontré Nadaf, non? Oui, bien sûr, oui. D'accord, vous allez peut-être On a vous discuté. rencontrer à nouveau. Oui. D'accord. Est-ce que tu voudrais organiser quelque chose toi-même? C'est-à-dire, du point de vue organiser quelque chose, ou bien tu veux être juste là pour filmer ou couvrir Non, ce qui se passe? moi j'aimerais bien faire des programmes moi-même, organiser quelque chose moi-même. J'ai beaucoup d'idées, beaucoup de contacts dans la communauté française, dans la communauté latino-américaine ici, aussi beaucoup. Je Parce connais qu'elle des est, gens, elle est immense ici. Oui, elle est immense. D'ailleurs, le show qui a gagné l'année dernière, ça s'appelle Viva la Vida. C'est un show espagnol. Et puis, il y a un autre show qui s'appelle La Raza. Exact. Et ça, c'est un show qui est un peu plus long que le mien. Moi, c'est 11 ans. Lui, c'est 13 ans. Donc, c'est un des plus longs shows sur cette chaîne. C'est-à-dire, parce que c'est des shows, disons, qui ne sont pas exactement dans le format des chaînes commerciales, mais qui ont une place quelque part. Et donc, on a trouvé la place ici. Et donc, on continue parce que ça a de la valeur. Eux, ils représentent bien sûr les Latinos. Moi, je représente les Français. Mais il y a, disons, il y a quelque chose qui manque, disons, dans les chaînes commerciales qu'on essaie de combler d'une manière ou d'une autre ici. Et donc, on fait ça donc d'une manière tout à fait au pif, disons, quand on rencontre des gens, etc. Donc, du point de vue maintenant école, donc c'est surtout technique ce que tu apprends. Ce n'est plus, intellectuel, c'est plutôt de la technique que tu apprends. J'apprends la technique. Je voulais passer par la technique pour avoir une idée de ce qui est possible. Parce qu'avant de produire des documentaires et de m'embarquer dans des projets, je voudrais savoir ce qui est available, je voudrais savoir ce que ça représente. Parce que, par exemple, mon ami qui vit à Berlin, qui produit des films, je parlais avec lui au téléphone il y a quelques soirs. Et il m'a dit que produire un documentaire, c'est pas plus facile que d'écrire un livre. Et écrire un livre, c'est très compliqué. Ça demande des heures et des heures et des heures, des années peut-être même de travail, non, et d'organisation. Qu'est-ce qu'on doit inclure, on peut dire ça, non, en français? Inclure? Oui. Inclure, et qu'est-ce qu'on doit couper et tout ça. Donc c'est la même. Je pense que c'est la même trajectoire pour faire le vidéo. Et donc moi, je commence un peu à calmer mes ambitions parce qu'au début, je voulais tout de suite commencer avec des très grands projets. Donc maintenant, je voudrais commencer avec moi, ce qui serait, si tu as le temps, tu peux faire une petite recherche pour savoir comment on peut mettre un petit programme produit localement sur satellite où tout le monde pourrait le capter dans le monde. Donc ce serait bien si tu pourrais peut-être regarder, étant donné que tu étudies ça, peut-être que tu pourrais faire un petit peu de recherche là-dessus et savoir quelles sont les possibilités. Parce que là, bon, on fait ça, mais l'essentiel pour un programme, c'est qu'il soit produit. Maintenant, la diffusion, elle peut être locale, elle peut être nationale, elle peut être mondiale, mais le programme il est toujours le même. Donc, la diffusion, c'est aussi beaucoup plus importante que la production, parce que tu peux avoir une très bonne production si elle n'est pas distribuée ou diffusée, à quoi ça sert? Bien sûr. On peut la mettre sur un shelf ou bien sur notre library, mais il faut que quelqu'un sert à quelque chose. Que les gens connaissent ce qui se passe, pour qu'elle ait un peu plus d'impact que localement. Oui, bien sûr. Par exemple, quand on a fait une interview, par exemple, avec Serge, si les gens pouvaient l'écouter dans un autre pays et savoir qu'il existe ici et qu'il fait ce qu'il fait ici, ça aurait un peu plus d'impact que si c'est que les gens de San Francisco qui savent qu'il existe. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc,
c'est là où peut-être que tu pourras faire une petite recherche pour nous. Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Bon, à part ça, donc, du point de vue journaliste, bon, tu vas pas laisser tomber la chose, tu vas peut-être qu'on... Non, je laisse pas tomber. D'accord, tu vas quand même, pendant que tu étudies toute cette technique, faire un petit peu de journalisme. Oui, je continue à suivre les événements en Amérique latine et à écrire de temps en temps. Pour quelques magazines Pour des magazines, oui, ou alors maintenant beaucoup sur Internet aussi. Une grosse demande d'articles sur Internet. Je participe aussi avec un site d'Internet qui s'appelle Native Web. Ah. Donc, et tu submets tes idées, c'est non, ça? je participe à la filtration des choses qui arrivent. Par exemple, si y a une organisation est formée et ils créent leur propre site d'Internet, ils vont nous contacter pour qu'on fasse un link avec leur page d'Internet. Et tu sais faire ça? Oui, ça c'est très facile à faire, mais il faut visiter leur site et être sûr que c'est quelque chose de concret et qu'on peut mettre sur notre site d'Internet. D'accord. Donc je participe avec ce genre de choses et puis je dessine aussi des pages d'Internet moi-même. Ah, pour des organisations. Donc tu connais la partie technique aussi bien que la partie que nous. Donc partie technique, oui. Enfin, disons ce qui s'appelle HTML et puis. D'accord. Mais pas au-delà de HTML, parce qu'au-delà de HTML, ça devient du programming avec. Est-ce que tu peux mettre, par exemple, un petit segment sur French American TV? Non. Oui, bien sûr. Si? Ah oui, c'est très, très facile. Tout ce qui est une page qui n'est pas très interactive, on peut l'ajouter. On peut la créer très facilement. C'est vraiment comme. Oui, mais qui c'est qui va la host? C'est-à-dire, il faut trouver quelqu'un. Ah oui, ça c'est toute une autre histoire. Mais tu n'as pas le hosting, tu as juste le. Oui, enfin le hosting c'est pas un très grand problème parce que l'espace électronique c'est immense, le moindre serveur, il y a beaucoup de place. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire du hosting. Oui, de faire du hosting, exact, parce que ça amène les gens, ça amène les surfeurs et donc. D'accord, bon ben on va travailler sur ça aussi. Oui. D'accord, donc est-ce que par exemple être ici, rencontrer des gens, etc., ça te donne des idées, ça te stimule à faire des choses nouvelles, etc. Finalement, ton but final, c'est quoi? Mon but final, voyager beaucoup. Ah, voyager. Ça, c'est une chose importante pour moi. Et vivre en Amérique latine, particulièrement en Amérique latine, et produire et filmer. À partir de là-bas? À partir de là-bas, oui. Est-ce que Et de créer une histoire, de suivre des histoires. Est-ce qu'ils sont bien développés? Je crois que technologiquement, ils sont encore en retard, non? Ça dépend des régions, ça dépend des pays. Vous avez des pays comme le Chili ou l'Argentine qui sont assez développés, qui ressemblent à des villes européennes. Buenos Aires, ça ressemble beaucoup à Paris, par exemple. Et vous avez d'autres pays comme le Nicaragua qui sont encore en retard. Sous-développés, quoi, très sous-développés. D'accord. Et vous, donc, vous irez dans les pays un peu plus développés, qui ont l'Internet et tout ça, c'est ça? Ben, moi, j'irai surtout là où il y a des grandes populations indiennes et qui se développent et qui s'organisent et qui sont très dynamiques, finalement. En Amérique latine? En Amérique latine. Ah bon, d'accord. Je savais pas que ça existait, des populations indiennes en Amérique latine. Très, très grandes populations indiennes. Des millions, plusieurs millions disons, les populations quechua au Pérou, en Équateur. Il y a à peu près 15-20 millions de personnes qui parlent quechua. D'accord. Et au Guatemala, par exemple, les Indiens, c'est 64% de la population ou plus. Plus, 74% de la population est indienne. Et ils parlent indien, Ils parlent leur propre langue, ça dépend des dialectes. En Guatemala, c'est principalement le maya. D'accord. Et donc, ils sont bilingues tous, c'est ça? Beaucoup sont bilingues, beaucoup ne sont pas bilingues. Ça dépend s'ils sont dans une communauté très isolée ou pas. Combien? Les écoles sont surtout latines, non? Les écoles sont souvent bilingues, mais souvent il n'y a pas d'école. Souvent c'est des communautés qui n'ont pas encore reçu des écoles nationales. Elles sont trop isolées. Ah, d'accord. Donc ça dépend des régions. D'accord, c'est très intéressant. Je me rends compte en te parlant que je suis tellement ignorante. Oui. Enfin, c'est une section de l'histoire ou de la géographie que je n'ai pas très bien étudiée, peut-être, mais qui a l'air très très intéressante finalement. C'est fascinant. Moi quand je suis arrivé aux États-Unis, j'avais 9 ans. Et quand j'ai commencé à découvrir les États-Unis, je me suis tout de suite intéressé à l'Amérique latine. C'est un peu la face cachée des Amériques. Les États-Unis, c'est le pays le plus riche, le plus développé, le plus puissant, etc. Donc,
il prend toute la place. Mais il y a tout un autre monde et qui n'est pas aussi couvert. qui n'est pas aussi couvert, mais qui, pour moi, a une histoire d'autant plus riche et profonde que l'Amérique du Nord, quoi. Oui, finalement, peut-être que vous ferez un service en les faisant mieux connaître, etc. C'est ça? Peut-être aussi sur un plus grand scale que sur un petit magazine local. Peut-être quelque chose de plus grand. Exact. C'est le but. D'accord. Peut-être en faisant de la recherche pour French American Tea, vous ferez en même temps de la recherche pour vous-même. Oui. C'est ça? Oui. Non, parce que je pense que les thèmes se croisent. Oui, pour exactement. un Français qui vit ici aux États-Unis, il y a beaucoup de choses qui sont les problèmes sont les mêmes que par exemple pour une personne latine qui vient du Mexique. Souvent, il y a les mêmes problèmes, les mêmes problèmes de nostalgie. Exactement. Et ils ont tous des petits problèmes d'adaptation, de culture, et de comment se conduire dans le monde du travail, etc. Enfin, il y a quand même il y a beaucoup de choses à apprendre, à s'adapter, etc. Donc, bien sûr, les cultures sont différentes, comme vous dites, mais on a beaucoup de choses en commun du point de vue de réadaptation, etc. Donc, c'est bien ce que tu fais, finalement. Et ce qui m'intrigue, c'est pourquoi tu fais ça pour, disons, les Indiens et non pour les Français. Ah. Enfin, moi, je le fais pour le Français, d'une petite manière. Parce que jusqu'à maintenant, je ne savais pas à quel point il y avait beaucoup de Français qui vivaient aux États-Unis. Et maintenant que je suis à San Francisco, je me rends compte qu'on commence à voir une grosse communauté. Oui, une communauté qui se développe, qui commence à avoir un impact, sa propre représentation avec ses propres journaux et tout ça. Et c'est exactement ce qui s'était passé avec la communauté latine pendant les années 60, 50, 60, 70, et qui continue aujourd'hui. Donc c'est marrant de voir comment ça commence à se développer dans la communauté française. D'accord. Et bientôt, bien sûr, avec le développement de l'Internet, tout le monde sera au même niveau, enfin, du point de vue d'accès à l'information. Ce ne sera plus un show CNBC qui est national, ce sera tout le monde sur l'Internet. Ce sera plus l'autre. Ça va demander un petit moment quand même. Oui, ça va demander un petit moment, mais ça arrive dans quelques années, je pense. Ouais. Tout le monde sera au même niveau, que ce soit produit dans un petit endroit comme ça ou que ce soit produit dans une super multi-million-dollar studio. Ouais. Tout le monde sera au même niveau finalement. Enfin, sur Internet, c'est sûr que c'est pas du tout les mêmes revenus. Oui. Et est-ce que je peux aller plus loin et vous demander si dans votre upbringing, dans votre éducation, vous avez eu peut-être quelque chose qui vous a amené vers ce sens-là? Est-ce que c'était peut-être des gens que vous avez connus qui étaient dans cette culture, ou bien c'est tout à fait par hasard que vous avez pu travailler pour ce magazine? Eh bien, pour le magazine en particulier, comment s'est développé mon intérêt pour l'Amérique latine. Exactement, oui. Comment ça s'est passé? Ça s'est développé parce que moi, je suis arrivé aux États-Unis quand j'avais 9 ans. Et tu étais français? J'étais français. Ça n'a rien à voir avec l'Amérique latine. Ça n'a rien à voir avec l'Amérique latine. Mais dès 9 ans, j'ai commencé à avoir des problèmes d'identité, des problèmes de... Je me demandais d'où je venais, quoi. Et je commençais à avoir envie de connecter avec des gens qui avaient un passé qui était un peu comme le mien, par exemple. Et donc, j'ai trouvé dans des cultures latino-américaines beaucoup de choses en commun avec la culture française. À travers ton université, tu veux dire? Oui, les gens que je rencontrais et à travers l'université. Et puis j'ai aussi eu la chance assez jeune d'avoir une professeure d'histoire qui a fait ouvert tout un un an. peu. Oui, 1 an sur l'Amérique latine. Et donc ça a développé Ça a développé mon intérêt et ça a commencé là. Et puis arrivé au collège, après 1 an de classe dans différents départements, je me suis lancé dans l'histoire latino-américaine et puis c'est parti comme une fusée. D'accord. Donc c'est un petit peu comme Nadav, il a étudié les cultures du Moyen-Orient et maintenant il fait ça par radio. D'accord. C'est très très intéressant ça. D'accord. Et donc, est-ce que, pour réaliser ton rêve, ton but final, est-ce que tu as un plan? C'est-à-dire, est-ce que tu devais te dire, tu vas commencer ta propre compagnie, tu comptes travailler pour une télévision? Quel est ton plan? Moi, j'aime bien travailler. Je pense que je vais peut-être être forcé de travailler un peu indépendamment. Je voudrais produire tes propres films. Mes propres films, oui. Et
c'est parce que bon, c'est sûr que c'est pas un milieu qui est très demandé. Je veux dire, les documentaires sur l'Amérique latine, c'est pas quelque chose qui peut facilement se financer et se vendre. Mais je pense que si c'est bien fait et avec les bonnes personnes et un très bon travail, il y a des endroits où il y a des possibilités de faire des documentaires. En ce moment, en Chiapas, il y a une guerre civile. C'est une guerre civile qu'il y a avec le pays, un pays qui est le Mexique, avec lequel on a déclaré un accord de libre commerce et on avait dit que c'était un pays qui n'était plus loin qu'un pays du tiers-monde, qui était développé. Et en ce moment, il y a une guerre civile avec toute une partie de la population du sud du pays. Donc c'est une chose qu'il faut analyser, il faut comprendre ce qui se passe parce que c'est un pays voisin des États-Unis. Donc déjà là, il y a une possibilité de faire énormément de travail. Et aussi, il y a 2 chaînes ici, 24 heures sur 24, qui sont en espagnol, vous les savez. Ouais. La 14 et la 11. Enfin, elles sont justement ici à San Francisco. Ouais. Et donc, ils ont toujours besoin de nouveaux films à diffuser parce que c'est 24 heures sur 24. Ouais. Donc, il y a déjà un très gros marché espagnol ici. Oui. Et c'est pas ça ce qui manque des publicités espagnoles. Il y en a beaucoup. Enfin, il y a quand même pas mal de gens qui sponsorisent ce genre de programme. Ce qui n'est pas le cas pour les Français parce qu'on n'a rien. On a une demi-heure par semaine et les Espagnols, ils ont 24 heures sur 24. Mais ça commence juste. Je pense, j'entends des fois des programmes en français à la radio. Oui, c'est d'une demi-heure par semaine. Et la télé, c'est une demi-heure par semaine. Mais il n'y a pas de réseau 100%, 24 heures sur 24 français, etc. Donc peut-être il faut qu'on trouve notre deuxième Gilles qui sera inspiré à se lancer à développer le truc français, peut-être. Moi, je suis prêt à le faire d'abord pour les Français et après pour... Ah bon, oui, je croyais je voudrais commencer localement. Moi, je voudrais commencer localement et localement, je peux travailler dans différentes communautés. Super. Donc tu ne veux pas que te concentrer sur les latines? Pas nécessairement. D'accord. Ben, c'est une bonne nouvelle, ça. D'accord. Donc je crois que tu nous as bien expliqué ce que tu as envie de faire. Le truc, c'est qu'il faut que tu trouves les gens qui te donnent les moyens techniques, c'est-à-dire les caméras, aussi le temps et l'argent pour pouvoir le faire. Parce qu'il faut que tu vives, hein. C'est ça? Exact. D'accord. C'est pour ça que je travaille dans un restaurant. D'accord. Et donc tu vas à l'école le soir, c'est ça? Le soir et oui. Dans la journée, quand il n'y a pas de restaurant? Et je fais des cours très intenses, par exemple 9h à 5h de l'après-midi. Ah bon? Donc, c'est sympa ça? Oui. D'accord. Ben, c'est très très intéressant ce que tu fais. D'ailleurs, je t'encourage de continuer parce que bon, c'est bien que tu as pu donc développer ce désir de le faire. Merci. Et maintenant de réaliser ce désir. Donc, je te remercie beaucoup d'être venu. Je ne sais pas si j'ai raté quelque chose dans ce que tu as envie de faire. J'ai bien présenté la chose. Ok. Donc, c'était Gilles Combrisson. C'est un jeune étudiant ici à San Francisco, mais je pense qu'il est là, je crois, depuis plus de 10 ans. Aux États-Unis depuis 17 ans et à San Francisco depuis 3 ans. Ah d'accord, donc il est là. Et avant San Francisco, tu étais où? Dans le Midwest, dans le Wisconsin. Ah d'accord, c'est tout à fait différent. Très différent. C'était là où j'ai suivi mes cours à l'université. D'accord. Donc, je te remercie beaucoup de nous avoir présenté ça. C'est très intéressant. Et je t'encourage donc de continuer. Merci beaucoup. Merci. C'était donc Gilles Combrisson. Merci beaucoup.